Donc, bonjour. On est dans cet atelier, nous allons aborder la métacognition pour autoréguler ces pratiques langagières. Non, tu ne veux pas repasser ces pratiques lecturelles et scripturales dans l'enseignement supérieur. Merci. Tu peux passer à la suivante, pardon. Et donc, pour le plan de l'atelier, nous allons commencer par nous présenter et les participants, puis présenter la recherche et langue. Ensuite, nous nous attarderons sur le focus théorique, l'écrit, les représentations sociales et la métacognition ou l'autorégulation des apprentissages. Et nous finirons par la présentation et la discussion des résultats. Donc, pour la jeunesse de la recherche, le projet est né au sein des autorités du pôle académique qui souhaitaient développer un projet sur l'écrit. En avril 2019, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un appel pour le FRHE et le pôle a sollicité une série d'écoles, de hautes écoles, pour constituer un consortium. Plusieurs autres hautes écoles ont été favorables à cette demande, la H2B, Ferrer, Lucia de Brocaire, Galilée, Vinci et les FEC. Par ailleurs, le pôle a aussi invité 3 universités à apporter leur expertise dans ce projet. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir le PFC qui a rejoint le consortium. Donc, on a rédigé le projet, le pôle a rédigé le projet en juin 2019 et le projet a été déposé donc, en 2019 aussi. Il a été accepté et a obtenu un financement à hauteur de 2 212,500 € et par la fédération, par le fonds de recherche, par le FRHE et par le pôle académique, un budget complémentaire de 87 000 €. Et voilà, en septembre, le projet a vraiment démarré et supposé s'achever, enfin s'achèvera en 2022, en juin 2022. Je vois pas là. Voilà. Donc, on voit le vaste consortium qui réunit un grand nombre de hautes écoles, d'universités. On est aussi soutenu par CINERA et puis on voit aussi le PFC qui nous a rejoints. Donc, je ne veux pas les citer. On voit donc là où il y a tous les membres du consortium qui sont notés. Donc, je ne veux pas peut-être lire tous les... Puisqu'on va se présenter tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine de... Enfin oui, il y a... Je peux lire les noms. Donc, Irène Marie Kalinowska, Marianne Kellert, moi-même pour la HE2B, Nadine Manalefek. Pour Ferrer, il y avait Floris Deyart et Alexandre Sanen, Anne-Sophie Romainville à Galilée, Bachar Malki pour Vinci, Barbara Pirlo pour Lucia de Brocaire, Caroline Skepers au pôle académique. Et puis pour les experts, nous avons Philippe Amby de l'UCL, Christine Pellet pour l'ULB et Karine Dejean pour l'UCL Louvain, Caroline Baligan qui nous a rejoint pour le PFC. Et n'oublions pas Gervaise Piqueron, qui est doctorante et qui soutient aussi le projet par sa réflexion, qui est d'ailleurs ici présente. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas si chacun veut se présenter. Oui. Tu commences? Ah oui, je peux le faire dans l'ordre d'apparition de l'écran. Oui, moi, c'est ce que j'avais fait comme ça. Oui, Caroline, tu peux commencer. Oui. Bonjour, donc Caroline Skepers, responsable du centre de didactique du pôle académique de Bruxelles. Barbara. Alors, Barbara Pirlo, je suis maître assistante depuis une dizaine d'années à la Haute École Lucia de Brocaire dans les départements économiques et pédagogiques. Et donc, ça fait 1 an et demi que je participe à la recherche et langue. Stéphanie Delnest.
Bonjour, donc Stéphanie Delnest, je suis maître assistante à l'Université de Mons, mais au moment du début du projet, j'étais chargée de mission pédagogique affectée à la transition secondaire supérieure au sein du pôle académique de Bruxelles. Coraline. Oui, bonjour, donc Coraline Maligan, moi je suis coordinatrice du service d'aide à la réussite de l'EPFC, donc École de promotion sociale ici à Bruxelles. Et à l'EPFC, je suis en charge de tout ce qui est accompagnement à la rédaction pour nos bacheliers. Voilà, et alors Nadine. Voilà, Nadine Mann, je suis maître assistante à la Haute École EFEC dans le département économique et je participe à la recherche depuis aussi le début. Et je donne des cours de maîtrise, de communication en entreprise, voilà le véritable intitulé. Voilà, et moi-même, donc Marianne Caduart, donc je participe au projet également depuis 1 an et demi et je suis psychopédagogue à la Haute École Bruxelles-Brabant. Donc, au niveau de la coordination de la recherche, le suivi financier et administratif a été réalisé par la Haute École Bruxelles-Brabant. La porteuse principale du projet est Irène Marie Kalinowska, qui est aussi à la Haute École Bruxelles-Brabant. Et la coordination scientifique est réalisée par Caroline Skepers du pôle académique de Bruxelles. Donc, pour la présentation de la recherche et langue dans ces grandes lignes. Oui. Donc, le point de départ de la recherche était le discours massif et généralisé de déploration quant aux compétences langagières supposées des étudiants, d'une part, et puis d'autre part, le fait que depuis 25 ans, il y a eu énormément d'études qui ont été consacrées à l'écrit dans le supérieur, mais essentiellement à l'université et très peu finalement, on verra à la dia suivante, à l'écrit en haute école. Donc là, on peut voir quelques noms de personnes, de chercheurs et de sujets qui ont été réalisés en haute école. On voit Vanul pour le portfolio, Skepers, Caroline Skepers qui a travaillé sur le journal de formation, le TFE, enfin aussi les préparations de stage. Irène Kalinowska qui a travaillé la grammaire. Le rapport à l'écrit par De Skepper et Wins. Deleuze aussi a travaillé sur le TFE. Là, je crois que j'oublie personne. Donc, ça veut dire que ce n'est pas énormément pour la recherche en haute école. Notre problématique, quelles ont été nos questions de recherche? Mais d'abord, est-ce que les carences qui ont si souvent été dénoncées sont-elles avérées? Précisément, est-ce qu'elles sont de nature à expliquer les difficultés que les étudiants rencontrent et les insatisfactions des enseignants? On s'est aussi penché sur les pratiques langagières qui sont sollicitées à la haute école, à quel moment du cursus, dans quelle discipline, quels sont les genres discursifs qui sont mobilisés, quelles sont les attentes professorales et comment se construisent les curriculums, selon quelle logique. Par ailleurs, on s'est aussi beaucoup penché et on s'est questionné sur les représentations des étudiants, celles des enseignants et des professionnels en matière d'écrit à la haute école. On a essayé de voir dans quelle mesure ces représentations coïncidaient ou pas. Et puis, on a aussi observé quelles étaient les pratiques effectives, comment les étudiants s'emparent concrètement des tâches qui leur sont assignées, quelles sont les récurrences, excusez-moi, parce que je ne vois plus, quelles sont les logiques récurrentes qui apparaissent. Bref, on a essayé de réaliser une cartographie des pratiques langagières sollicitées en haute école. Et puis, maintenant, en fait, ce stade-ci du projet, c'est qu'on essaye de soutenir au mieux les enseignants qui sont soucieux de former adéquatement leurs étudiants. Et on va essayer de voir quels sont les outils les plus susceptibles de les aider à étayer les compétences des étudiants.
au niveau des phases du projet, mais tout au long du projet, on est bien sûr dans une veille scientifique, on se partage nos lectures. La cartographie des tâches prescrites et des représentations a été réalisée l'année dernière grâce à une large enquête auprès des étudiants, des enseignants et des professionnels. Nous avons aussi analysé différents genres discursifs dans lesquels nous avons essayé de repérer des constellations idéales typiques. Les genres discursifs analysés sont, je regarde les personnes qui s'y sont plus. Donc, les TP pratiques, comment tu disais, Nadine, les TP intégratifs à visée professionnalisante, voilà. Voilà. Les résumés par Barbara, les mails, les questions d'examen aussi ont été analysées et les carnets de stage, donc les écrits réflexifs dans les carnets de stage. À partir de toutes ces observations, on va réaliser les outils qui vont permettre d'aider, on espère, les enseignants et on va essayer de concevoir des dispositifs de formation susceptibles d'aider les enseignants et les étudiants dans leur pratique langagière à l'écrit. Oui. Merci Marianne. Donc voilà, au niveau de l'EPFC, en tant que représentant de la promotion sociale dans le cadre de cette recherche, on a souhaité être observateur de la recherche et y mettre un peu aussi la main, parce que l'approche d'études dans le champ littératique dans des bacheliers à visée professionnalisante nous intéressait tout particulièrement. Comme ça a été dit, les recherches dans ce domaine-là sont assez pauvres, en tout cas pour ce public-là. On parle aussi beaucoup de façon un peu informelle au cours de nos réunions entre services d'aide à la réussite ou au sein des différents établissements du pôle, que les publics finalement qu'on a dans nos bacheliers sont assez similaires, que ce soit en haute école ou en promotion sociale. Et donc, a germé en moi cette idée de se dire, ok, c'est très bien, il va y avoir plein de choses excellentes qui vont sortir de cette recherche, mais moi, j'avais personnellement envie de valider le fait que cela était tout à fait transférable et pertinent pour le public de la promotion sociale. Donc, au niveau du contexte, je me suis chargée de faire passer le questionnaire établi par le groupe de recherche et langue en promotion sociale et donc à l'EPFC plus précisément, pour qu'on puisse ensuite confronter, et c'est le propos qui suit dans les dias, les représentations des pratiques langagières des publics étudiants de haute école et de promotion sociale. Afin, je saute un point, je reviendrai sur le précédent après, afin d'affirmer ou d'infirmer l'idée que finalement les difficultés ou les représentations sont similaires entre les étudiants de haute école et de promotion sociale, mais aussi, à côté de ça, de moi récolter des données pour le pilotage des projets d'accompagnement à la rédaction au sein de mon école. Donc, la problématique qui, moi, m'intéresse et qui donc vient se greffer à la problématique beaucoup plus large et plus complexe de la recherche et langue, c'est finalement quelles sont les représentations des pratiques langagières écrites des étudiants de bachelier de promotion sociale à Bruxelles, et est-ce qu'elles convergent avec celles des étudiants des hautes écoles, ou au contraire, quelles sont les différences notables entre ces publics? On aura l'occasion, bien entendu, d'y répondre dans la suite de l'exposé. Oui, donc je vais prendre en charge un focus un petit peu plus théorique qui va concerner des objets différents, l'écrit d'une part, les représentations sociales d'autre part, et puis par ailleurs la question de la métacognition ou de l'autorégulation des apprentissages qui sont au cœur de la journée. Alors, dans la recherche de façon générale, nous nous appuyons sur un cadre théorique pluriel qui articule des travaux qui sont issus de champs et de paradigmes différents. Alors, il y a le paradigme des littératies universitaires qui a déjà été évoqué, en interaction étroite avec la didactique du français au sens large, et puis aussi en interaction, et c'est peut-être plus rare et moins fréquent, donc avec la psychosociale, et puis aussi avec les sciences de l'éducation. Alors,
On le sait bien, on a longtemps opposé le paradigme dit normatif ou dit maîtrise de la langue au supérieur au paradigme des littératies académiques. Alors, pour le dire vite, en fait, souvent, les dispositifs mis en place dans le cadre de la maîtrise de la langue vont creuser les écarts entre les étudiants plus qu'ils ne les réduisent véritablement. Ils permettent finalement de légitimer le système en place et de déculpabiliser les enseignants en disant, bon voilà, j'ai fait quelque chose pour eux finalement. Alors qu'on est beaucoup dans une approche dans ce paradigme de type remédiation. Il faut pallier les carences identifiées et carences même qui sont très peu identifiées en tant que telles. Et à l'inverse, dans le champ de littératie académique, l'idée est de dire les étudiants, et en particulier les primo-étudiants, sont confrontés dans l'enseignement supérieur à des attentes et des pratiques tout à fait inédites. Et de fait, tous les étudiants ont besoin d'une formation, quelle qu'elle soit. Et donc, il faut aider les étudiants à s'acquitter de toutes les tâches langagières, qu'elles soient écrites, orales, et qui sont prescrites au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, on est dans une optique de formation pour tous, tout le temps, versus une optique de remédiation pour un certain nombre d'étudiants. Alors, on sait que dans l'optique maîtrise de la langue également, on est très rapidement dans une approche hyper normative qui va se focaliser sur du drill linguistique, alors que de l'autre côté, on essaye de travailler par rapport à des genres discursifs dans des situations, des contextes authentiques. Et la question de la discipline dans laquelle se déploient ces genres est également extrêmement importante. Alors, on est beaucoup dans un discours de déploration. D'une part, les étudiants ne savent rien faire, le niveau baisse, enfin voilà. Et de l'autre côté, on est dans un discours, une approche tout à fait différente, avec un postulat d'éducabilité qui est mis en avant. Avec ce principe, les étudiants qui me sont confiés ont telle ou telle caractéristique, je suis amenée à travailler avec eux, je les prends comme ils sont et je dois conduire tous les étudiants à un niveau d'exigence élevé. Alors par ailleurs, ce qui est important à souligner aussi, c'est que le paradigme de la maîtrise de la langue, il est très très peu présent dans le champ de la recherche, mais en fait c'est lui qui est, on s'en rend compte très vite, tout à fait dominant dans les pratiques et dans les salles de classe, parce qu'il est plus facile, plus rassurant, plus normatif, plus binaire, c'est réussi, ça ne l'est pas. Et à l'inverse, les littératies académiques tiennent le haut du pavé au niveau scientifique, mais même y compris des chercheurs qui sont les tenants de cette approche, on voit que quand ils doivent passer à la pratique, c'est compliqué finalement de mettre en œuvre tous ces beaux principes qu'on peut défendre par ailleurs. Alors, actuellement, et c'est l'approche qui est défendue par Cathy Freer et Marie-Christine Paulet, notamment dans les deux ouvrages qui sont présentés là, on est dans ce qu'on appelle une tierce voie, c'est-à-dire une approche qui reste profondément littéraciée, mais alors qu'on avait mis un peu de côté tous les aspects plus linguistiques, maintenant l'idée est de dire qu'on ne peut pas les occulter, on doit les travailler et ils sont extrêmement importants, mais il faut les travailler en lien avec des tâches d'écriture, de lecture bien spécifiques, en lien avec une discipline et un contexte bien défini. Et donc, on doit faire des dictées, retravailler l'orthographe, faire du micro-drill linguistique, mais ça doit toujours être finalisé et mis au service de tâches réelles et globales de lecture et d'écriture. Alors, par ailleurs, la conception de l'écriture, mais aussi de la lecture finalement qu'on défend, c'est une conception complexe, systémique, qui articule beaucoup de dimensions et de paramètres différents. Et l'écriture, par exemple, mais la lecture également, sont vues comme des processus et pas uniquement comme un produit fini. Alors, on se réfère notamment au modèle de Crinon et Marin. Et quand on voit finalement tout ce que écrire suppose, c'est-à-dire graphier, calligraphier, orthographier, utiliser un lexique, utiliser une syntaxe adéquate, recourir de façon pertinente aux indices énonciatifs, recourir à des processus d'écriture, résoudre des problèmes, réviser, évaluer, utiliser un support, écrire tout seul, écrire à plusieurs, brouillonner,
se poser en tant que sujet lecteur, sujet scripteur, s'inscrire dans une culture, mobiliser des savoirs, des connaissances, ben finalement, on réalise que écrire, ça suppose tout ça, tout à la fois. Se pose évidemment la question du transfert et on comprend que nos étudiants soient en difficulté puisqu'écrire demande d'intégrer et de mobiliser simultanément des savoirs, des savoir-faire, des attitudes, des valeurs, des représentations qui sont extrêmement complexes et hétérogènes. Alors un autre modèle qui est celui développé par Bucheton, qui se présente de manière différente mais qui dit finalement la même chose. Écrire, c'est mobiliser des connaissances, des représentations du monde, des savoirs expérientiels, des savoirs encyclopédiques, imaginaires, c'est savoir de quoi on parle, c'est s'opposer en tant que sujet lecteur, sujet scripteur. On est tous porteurs d'une histoire, d'une trajectoire, d'un parcours en lien avec la lecture-écriture. C'est donner à voir une certaine image de soi, en général, et puis comme sujet scripteur en particulier. C'est faire appel à des savoirs plus linguistiques, recourir à des codes, des genres, des formes, et mener finalement des activités épilinguistiques, et là j'y insiste évidemment, des activités métalinguistiques, donc avec un regard méta sur notre pratique. Et donc le sujet écrivant, il fait tout ça, et finalement, nous en tant qu'enseignants, c'est sur chacune de ces facettes qu'on est amené à travailler, soit simultanément, soit à des moments différents. Alors, en lien aussi peut-être plus étroit avec la problématique du jour, donc on sait qu'il y a beaucoup de travaux déjà relativement anciens qui ont été produits en lien avec le rapport à l'écrit. La chercheuse qui a principalement étudié cette question, c'est Christine Barré-de-Mignac, et elle dit que finalement, il y a 4 axes qui constituent le rapport à l'écrit. La façon dont j'investis l'écriture, mes opinions et attitudes face à l'écrit, mes conceptions de l'écriture et mes conceptions quant à son apprentissage, et les modes de verbalisation. Et alors, ce que Reuter nous dit, c'est que prendre en compte ces représentations, c'est tout à fait fondamental, et donc pas se borner juste à regarder les pratiques, mais prendre en compte ces représentations est utile parce que ces représentations sont d'une part en relation avec les performances, elles sont envisagées comme modifiables, donc elles ne sont pas figées, on peut les infléchir. Elles peuvent constituer un obstacle pour certains étudiants et dans certains cas, elles peuvent venir soutenir l'apprentissage ou la pratique. Et donc là, je vous renvoie à différents travaux qui vont dans ce sens. Et donc, c'est la raison pour laquelle, outre l'étude des écrits d'étudiants, on a voulu prendre en compte aussi leurs représentations, auxquelles on rajoute les représentations des profs et les représentations des professionnels. À l'entame de notre recherche, nous avons tenté de cerner les représentations sociales des groupes que nous avons interrogés, hein, donc d'abord des étudiants et puis ensuite des enseignants et des professionnels. Alors, ces représentations sociales sont, selon la définition qu'Abric propose en 1994, des visions fonctionnelles du monde qui permettent à l'individu ou au groupe de donner un sens à ses conduites et de comprendre la réalité à travers son propre système de référence et donc de s'y adapter, de s'y définir une place. Donc finalement, concrètement, ces représentations sociales sont des conceptions, des opinions, des façons de percevoir les choses qui sont donc intériorisées par l'individu ou par le groupe d'individus, bien entendu, et qui sont donc aussi modulés par ses valeurs, ses connaissances, l'éducation de cet individu, de ce groupe d'individus, mais aussi et surtout par l'environnement social dans lequel évolue cet individu ou ce groupe d'individus. On comprend donc qu'il y a une grande dimension cognitive, donc de connaissances, mais aussi sociologique de ces représentations sociales.
Alors, ces représentations sociales ont 4 fonctions pour les individus dont elles sont l'émanation, hein. La première fonction, c'est une fonction de connaissance ou qu'on appelle également la fonction de savoir, à savoir que ces représentations sociales vont permettre à l'individu, au groupe d'individus de comprendre et d'expliquer la réalité. Dans ce cadre-là, donc, les représentations sociales interviennent en aval de l'action et on peut dire que l'individu acquiert des connaissances et qu'il va moduler la réalité qu'il doit expliquer en fonction de ses connaissances préalables qu'il a et en cohérence aussi avec ce système de connaissances qu'il a intériorisé et intégré. La deuxième fonction est tout aussi importante, hein, c'est la fonction identitaire. Les représentations sociales vont véritablement permettre à l'individu d'obtenir, d'avoir une identité sociale, c'est-à-dire de lui donner une reconnaissance en lui-même, mais aussi à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire que l'individu va se moduler en fonction de normes qui ont été socialement intégrées et élaborées par le groupe d'individus auquel il s'identifie. La troisième fonction est une fonction d'orientation qu'on pourrait finalement également appeler une fonction d'anticipation, hein. Les représentations sociales vont permettre de guider les comportements et les pratiques des individus. Les représentations sociales vont finalement permettre de définir ce qui va être toléré, ce qui va être accepté ou ce qui au contraire bien sûr va être inacceptable en fonction du contexte social défini. Et enfin, la quatrième et dernière fonction, c'est une fonction de justification qui intervient donc, elle, en amont du processus, hein, en amont de l'action. Les représentations sociales vont permettre à l'individu de légitimer ses prises de position, ses comportements par rapport finalement à tout ce qui est toléré, accepté dans ce groupe social. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé dans un premier temps, hein, et si vous vous rappelez la dia qui présentait notre problématique et nos questions de recherche que vous a présentées Marianne, eh bien, ces représentations sociales, c'était finalement le troisième point auquel nous avons décidé d'accorder de l'importance, hein. Et pourquoi est-ce que nous avons décidé de prendre en considération ces représentations sociales des différents groupes que nous avons interrogés? Eh bien, parce que certes, l'écrit est affaire de connaissances, d'habiletés, de pratiques, de valeurs, de trajectoires, mais qu'elle est aussi modulée par ces différentes représentations sociales qui sont celles des différents groupes d'individus. Puisque, comme on l'a dit, ces représentations sont donc intériorisées par les différents groupes d'individus. C'est très important aussi, et on l'a bien vu avec les différentes fonctions de ces représentations sociales, parce que ces représentations interviennent non seulement en aval, mais aussi en amont des actions, et donc ici des actions par rapport à l'écrit et aux pratiques langagières. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a pu cerner ces représentations des individus? Eh bien, on l'a fait de deux façons, hein, par une méthode à la fois qualitative, et là, c'est ce qu'on a fait avec les focus group qu'on a mené d'abord avec les étudiants au mois de septembre, et puis avec les enseignants lors de notre journée d'études du 17 novembre dernier, où on a en groupe essayer d'avoir des représentations plus fines de ce que les différents acteurs pensaient de l'écrit et de la lecture. Ça a aussi été interrogé à l'aide de questions ouvertes dans les questionnaires. Et puis alors une approche quantitative, statistique, qui a été possible grâce à de longs questionnaires qui ont été diffusés l'année dernière auprès d'abord des étudiants. On a eu un peu plus de 800 réponses, et puis auprès des enseignants et des professionnels,
je ne sais plus exactement les chiffres, c'était évidemment un peu moindre, mais les résultats étaient tout à fait exploitables. Et donc là, bien, ça a été à la fois des questions avec des échelles Likert, mais aussi des questions ouvertes qui nous ont donc permis d'approcher plus précisément et plus quantitativement ces représentations des étudiants, des enseignants et des professionnels en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Oui, alors un petit point sur la métacognition, l'autorégulation des apprentissages. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a eu beaucoup de focus théorique à ce sujet précédemment, mais une définition qui n'a pas été évoquée, me semble-t-il, c'est celle de Marcel Cray et al. Donc la métacognition se produit quand la cognition se prend elle-même pour objet. C'est ce que Marc Romainville disait tout à l'heure, je crois, c'est l'étudiant qui se voit étudier, qui se dédouble. Alors, l'autorégulation des apprentissages, on a repris la définition de Jean-Louis Berger et Frédéric Buchel, et on voit que finalement, cette autorégulation des apprentissages, elle englobe des choses très différentes, puisqu'elle désigne des processus au moyen desquels les apprenants mobilisent et étayent par eux-mêmes leur cognition, ça on le savait, mais aussi leurs émotions et leurs comportements. Donc la question des émotions ayant été beaucoup développée ce matin, celle de la cognition également, et puis aussi par ailleurs celle des comportements. Raison pour laquelle dans nos questionnaires, nous avons des dimensions liées à ces trois axes-là. Alors ça n'a pas été énormément dit, me semble-t-il, mais tout de même, on sait que la métacognition, c'est un des prédicteurs majeurs de la réussite de l'étudiant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que en fait, l'étudiant qui réussit n'est pas forcément celui qui utilise telle ou telle méthode de travail. On sait qu'il y a des méthodes de travail qui sont très efficientes, très pertinentes dans telle faculté ou tel cursus et pas du tout dans l'autre. Mais en fait, l'étudiant qui réussit, c'est un étudiant métacognitif, un étudiant réflexif, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, qui est capable d'évaluer la pertinence des actions mises en œuvre et qui est capable, partant, de les adapter et de les réguler en conséquence. Voilà, alors au niveau de ce qu'on appelle aussi la métacognition régulatrice, on peut se référer à un modèle déjà ancien, mais qui reste très pertinent, me semble-t-il, de Bernadette Noël. Elle voit trois phases distinctes au niveau de la métacognition, chacune des phases allant vers plus de complexité, évidemment, et de précision. Dans une première étape, en fait, le sujet prend simplement, entre guillemets, ce n'est pas simple, évidemment, conscience de ce qu'il fait. Comment apprend-il ? Comment lit-il ? Comment écrit-il, en l'occurrence ? Et comment le fait-il à la haute école ? Ces pratiques sont-elles différentes dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, amoureuse, dans les mouvements de jeunesse, etc. Alors, dans une deuxième phase, l'étudiant a établi le topo, la cartographie finalement de ce qu'il fait et de ses actions. L'idée ensuite, c'est de se dire oui, mais mes activités sont-elles adéquates, pertinentes, efficaces, ajustées, contextualisées ? Et donc l'idée, c'est de s'auto-évaluer et de voir dans quelle mesure ce qu'on fait est plus ou moins congruent et efficace par rapport à la tâche qui nous est confiée. Enfin, dans une dernière étape, l'idée est que le sujet va décider si ce qu'il met en œuvre doit être maintenu en l'état ou doit être modifié. Et la question, si jamais on décide d'infléchir les actions mises en œuvre, est de se demander, oui, mais dans quel sens je dois infléchir les opérations que je mets en œuvre habituellement, comment je dois changer, qu'est-ce qui est finalement attendu. Alors, ces trois étapes, finalement, on s'est rendu compte qu'elles étaient présentes à des degrés divers dans le questionnaire qu'on a mis en œuvre. Et donc, nous avons relu notre questionnaire qui était très long, très complexe et qui prenait en compte beaucoup de dimensions distinctes à l'aune des trois stades de la métacognition. Et on s'est rendu compte en croisant ces deux dimensions très, très différentes qu'en effet, on avait différentes questions qui portaient sur... voilà, je fais état de ce que je fais,
Et donc, on invitait nos étudiants à établir une cartographie des pratiques en cours ou des pratiques passées. Un certain nombre de questions portent sur l'auto-évaluation et invitent l'étudiant à s'auto-évaluer. Alors, ça a été dit hier par Jean-Louis Berger, je ne sais plus si ça a été dit ou répété ce matin, mais je ne crois pas. Jean-Louis Berger nous a bien répété hier que ça n'a aucune importance si l'étudiant spontanément auto-évalue ses pratiques et ses opérations, ou s'il le fait sous la contrainte, entre guillemets, à l'invitation de son enseignant. L'idée, ce qui compte vraiment, c'est que l'étudiant opère un retour réflexif sur lui-même, qu'il soit contraint ou qu'il soit tout à fait libre et autonome. Et enfin, on a des questions, mais en nombre beaucoup plus réduit, sur la question de savoir, oui, mais finalement, comment je me projette, qu'est-ce qui ne va pas et que j'aimerais bien changer et comment. Donc là, il y avait l'un ou l'autre élément de questions qui portaient spécifiquement sur cette dimension tout à fait particulière. Alors, voici un aperçu du questionnaire que l'on a utilisé. Chacune des représentations par rapport à la lecture-écriture, que ce soit en matière de fréquence d'utilisation, de compétences, d'attitude, etc., a été évaluée à travers entre 10 et 15 thèmes, de telle manière à pouvoir par la suite croiser les réponses. Alors, comme on peut le voir sur la DIA, nous avons choisi d'utiliser une échelle de Likert avec 6 échelons, et ça volontairement afin de ne pas laisser la possibilité aux répondants de choisir une réponse neutre. Toutes les enquêtes ont été réalisées en ligne, vu évidemment le contexte sanitaire d'ailleurs, et pour motiver les étudiants à participer à l'enquête qui était quand même très très longue, hein, ça durait plus ou moins 1 heure, nous avons mis en jeu 6 iPads, un iPad par haute école participante, puis pour que un étudiant par haute école puisse être récompensé de sa participation. Alors nous allons maintenant présenter de manière plus approfondie nos résultats. Alors, comme l'a souligné tantôt Stéphanie, il y a donc eu plusieurs enquêtes. La première enquête qui était adressée aux étudiants des hautes écoles s'est déroulée entre avril et juin 2021. Il y a eu également une autre enquête destinée aux étudiants, mais cette fois-ci aux étudiants de promotion sociale. Elle s'est déroulée entre octobre et novembre 2021. Alors, le fait que ces 2 enquêtes destinées aux étudiants n'ont pas été réalisées en même temps, donc, puisque en haute école, l'enquête a été réalisée plutôt en fin d'année académique, en promotion sociale en début d'année académique. Donc, cela pouvait éventuellement constituer un biais, mais apparemment, ce n'a pas été le cas. Et donc, enfin, les enquêtes destinées aux enseignants et aux professionnels se sont déroulées entre mai et septembre 2021. Alors, voici les informations sociodémographiques qui vont nous permettre de définir le profil des étudiants de haute école qui ont répondu à l'enquête. L'âge moyen est de 22 ans. Il y a presque 4 fois plus d'étudiantes que d'étudiants qui ont répondu à l'enquête. On a une petite majorité d'étudiants qui n'a pas dû recommencer d'année, soit en secondaire, soit en supérieur. Et puis, on voit aussi que la majorité des étudiants sont des étudiants de bachelier, hein, de première, deuxième ou troisième année, très peu en master, et que la grosse majorité se répartit entre les blocs 1 et les blocs 2. On peut observer aussi que pour 87% des étudiants qui ont répondu à l'enquête, le français est la langue maternelle, même si la moitié, pratiquement, parle couramment une autre langue. Alors ici, on peut simplement voir la répartition des répondants, que ce soit par rapport aux 6 hautes écoles qui ont participé et par rapport aux années d'études. Alors ici, vous trouvez en parallèle donc, des résultats pour les étudiants de haute école, donc en noir, les résultats pour les étudiants de l'EPFC, donc école de promotion sociale, en bleu. Donc vous voyez que l'âge moyen des étudiants de promotion sociale est plus élevé. Au niveau du genre des répondants, on voit qu'on est ici sur un public plutôt masculin, alors qu'on était sur un public plutôt féminin
en haute école. Cela pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'en promotion sociale et à l'EPFC, nous n'avons qu'un cursus de type économique, donc ce sont tous des bacheliers de type économique qui sont représentés. Alors, on voit au niveau du fait qu'ils aient répété ou non une année de leur cursus, que ce soit dans l'enseignement obligatoire ou dans l'enseignement supérieur, qu'on a toujours qu'on a une majorité de oui pour le secondaire supérieur, mais qu'on est quand même plus ou moins à 50-50 pour l'enseignement obligatoire, pardon. Et pour l'enseignement supérieur, on a une minorité de oui, mais qui, encore une fois, est une minorité très faible. On voit qu'en promotion sociale, dans les étudiants interrogés, ce sont majoritairement des étudiants en début de cursus et assez peu en fin de cursus. Alors, par rapport aux hautes écoles, la langue considérée comme langue maternelle est le français pour un peu moins de 60% de nos étudiants, donc c'est plus faible. Et 71% des étudiants de promotion sociale affirment parler une autre langue couramment. Les détails ne sont pas mis ici, mais pour la plupart, il s'agit du français quand ils n'ont pas déclaré le français comme étant langue maternelle, ou alors de l'anglais ou de l'arabe. Alors, voici le profil des enseignants qui ont, donc des enseignants en haute école qui ont répondu à l'enquête. L'âge moyen est de 48 ans. Il y a à nouveau plus de femmes qui ont participé que d'hommes. En général, ils sont licenciés et ont un titre pédagogique. La plupart sont diplômés dans les filières langue et lettres, sciences économiques et sciences pédagogiques. La plupart a aussi un titre pédagogique et donc la plupart ont une expérience professionnelle ou a eu une expérience professionnelle en dehors de l'enseignement. Et forment, donc comme on le voit au niveau des programmes d'études, la plupart forment plutôt des futurs enseignants, que ce soit en secondaire, en primaire ou en maternelle. Voici le profil des professionnels qui ont participé à l'enquête. L'âge moyen est de 41 ans. Il y a nettement plus de femmes que d'hommes à nouveau. La majorité ont obtenu un graduat ou un régenda, et on voit aussi que la majorité en fait travaille dans le secteur de l'enseignement, donc dans le secteur pédagogique, et majoritairement en fait ce sont des maîtres de stage qui collaborent avec les hautes écoles. Alors je vais laisser la parole à Bachar qui va présenter les résultats à proprement parler. Mon micro. Là, vous m'entendez? Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai parlé pendant 2 minutes pour rien. Voilà, désolé. Donc, ce que je proposais, en fait, pour aborder ce premier point, donc le sujet prend conscience de ses activités cognitives. Comment lit-il? Comment écrit-il? Peut-être passer par un exemple de question qui était posée dans le questionnaire et de vous y prêter au jeu et donc d'y répondre si vous voulez bien. La question était la suivante, par exemple, déterminer en fonction de votre perception personnelle sur une échelle qui va de 1, donc pour dire jamais, à 6, quotidiennement, la fréquence avec laquelle vous pensez que la majorité de vos étudiants mobilisent les fonctions de la lecture suivante. Lire dans... Alors, ce que je vous propose pour répondre, peut-être, c'est de mettre ça dans la conversation. Alors, lire dans le cadre de sa vie privée. L'échelle va de 1 à 6. 1 pour dire jamais et 6 quotidiennement. Donc, lire dans le cadre de sa vie privée. Et alors, le deuxième item, c'est lire dans le cadre de ses études. Bachar, il y a très peu de collègues qui ne soient pas membres du groupe, donc je ne sais pas si... Ah, je n'ai pas vu combien de personnes... Ben oui, voilà. En fait, Anne-Sophie est connectée, Gervais, mais qui a déjà une certaine connaissance. Oui. Et alors un collègue de l'EPFC, Coraline, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Benoît Stéphane qui est directeur. Donc, ok, on ne fait pas ce qu'on a dit. Non, je pense que tu peux d'emblée communiquer les résultats. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est inviter les collègues qui nous écoutent très, très patiemment à réagir et à faire état de
leur surprise, de leur... Enfin, voilà. On peut peut-être ouvrir la parole à ce moment-là, oui. Super. En tout cas, ce qu'on peut noter sur cette première slide des résultats, donc qui projette les résultats des fréquences de l'utilisation des fonctions de la lecture et écriture, c'est la différence dans les moyennes. Donc ici, les moyennes, comme je le disais, c'est une échelle de 6 points. Donc, partant du principe que 3,3, c'est le milieu de l'échelle. Et donc, donner une cote plus bas que 3,3 est considéré, on peut considérer comme si les enseignants mettaient en échec les étudiants. Alors, comme vous pouvez le constater, ici en bleu, c'est les résultats obtenus sur une échelle de 6 points par les étudiants. Et donc, cette logique-là sera la même pour tous les résultats qui seront présentés par la suite. Ce qui est intéressant de noter ici, notamment dans le premier bloc de résultats ici, donc la lecture pour usage personnel, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est une moyenne assez élevée, hein, presque 5 sur 6 chez les étudiants. Une moyenne qui est assez proche aussi, en réalité, auprès des étudiants en promotion sociale. Par contre, quand on voit les résultats des enseignants, des professionnels, cette moyenne baisse fortement. Alors, intéressant à noter, par contre, il n'y a pas cette différence lorsqu'il s'agit de l'usage de la lecture pour la lecture pour un usage éducatif ou l'écriture pour un usage éducatif. Alors, on peut passer à la dia suivante. Ça, c'était pour la fréquence de l'écriture. Voilà, alors pour alléger un petit peu la présentation des résultats, nous avons inséré des verbatims des étudiants que nous avons rencontrés lors des focus group. Alors, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que ces verbatims ont été enregistrés, mais pour la lisibilité des DIA, nous les avons reformatés en enlevant tous les E, toutes les répétitions, etc. Et par convention, tous les étudiants sont exprimés au masculin, mais en fait, je pense qu'il y avait plus d'étudiants féminines que d'étudiants masculines dans les étudiants que nous avons rencontrés. Alors ici, on voit que il y a bien une prise de conscience des usages, de la fréquence de la lecture, de l'écriture dans la vie quotidienne ou dans la vie estudiantine, dans la vie académique. Donc, les étudiants font bien la différence. Et donc, on pourrait noter, par exemple, ici que l'étudiant dit que dans ses études, j'ai dû faire un rapport pour une entreprise en particulier et du coup, j'ai eu beaucoup à lire et écrire. Il fallait faire beaucoup de recherches. Donc, non seulement il est très précis dans la description de sa stratégie, de ce qu'il a dû faire pour réaliser son écrit, mais on sent bien qu'il y a un petit côté obligatoire. Par contre, après, au-delà de ça, je lis des trucs personnels dans ma vie privée. Et là, tout d'un coup, on a un autre langage et moins de précision. Et on constate que cette étudiante dit qu'elle se considère comme une grande lectrice, un grand lecteur en réalité. Et quand on a vu dans les questions ouvertes posées aux enseignants, ce n'était pas nécessairement la vision qu'en avaient les enseignants. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors ici, de nouveau, ici c'est aussi un verbatim particulièrement intéressant parce qu'il va mettre en avant la transition entre le secondaire et le supérieur. Et donc, on pourrait dire, on remarque d'une part que l'étudiant spontanément fait bien la distinction de nouveau entre les trois aspects dans lesquels il va utiliser la lecture, l'écriture, la vie privée, la vie professionnelle et la vie scolaire. Et donc, cet étudiant, donc j'ai remarqué dans mon expérience qu'en primaire et en secondaire, j'avais une très bonne écriture et donc il a une très bonne estime de lui ou d'elle. Et quand j'ai commencé mon bachelier, ça s'est rapidement dégradé. Et donc, on pourrait vraiment dire qu'il y a une espèce ici de choc littératique dans la mesure où, avec cette transition, bien, tout d'un coup, l'étudiant a l'air de découvrir qu'il n'aurait ou qu'elle n'aurait pas les mêmes qualités.
Et on constate aussi, un membre de ma famille m'a déjà fait remarquer que j'avais une meilleure écriture avant et que maintenant j'écrivais mal certains mots ou je ne les conjuguais pas. Donc, d'une part, on retrouve ici bien sûr le côté un peu normatif des choses, mais c'est important de voir que c'est un ressenti particulier, et comme si le fait de passer dans le supérieur, on perdait ce qu'on avait acquis. Alors là, ce n'est plus pour moi, hein, si, je ne crois pas. Bachar, je crois. Oui. Et bon, en fait, une fois de plus, là, donc, on garde les mêmes échelles, effectivement. Élément important à noter, c'est que le questionnaire des étudiants prenait 1 heure, donc on avait beaucoup plus d'items. Par contre, celui des enseignants prenait 20 minutes et celui des professionnels, donc 15 minutes. C'est la raison pour laquelle on n'a pas tout le temps, en permanence, des équivalences en termes d'items entre les différents groupes. Si, par exemple, on n'a pas la réponse des professionnels. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est qu'il y a tout de même un accord ici. C'est que les étudiants, dans leur pratique, hein, ici une fois de plus, la fréquence des pratiques en matière de lecture, eh bien, ils accordent moins d'importance à la lecture recommandée, ils reconnaissent qu'ils ne font pas suffisamment. En l'occurrence, les enseignants le constatent de façon encore plus marquée. Par contre, ici, c'est un résultat intéressant à observer. Je crois que c'est quelque chose qui va être transversal dans nos résultats, quelque chose de systématique, c'est ce gap qu'il y a entre les représentations des enseignants et des étudiants. Si donc l'item, c'était la lecture des travaux des années précédentes, des travaux de grande qualité des étudiants. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les enseignants pensent que c'est une pratique courante chez leurs étudiants. Alors, ici, les étudiants ne manifestent pas ça. En l'occurrence, leurs moyennes sont basses en comparaison à la moyenne des enseignants. Alors, on peut passer, c'est toujours moi ici. Donc, les mêmes questions, hein, fréquence des pratiques en matière d'écriture cette fois-ci. Prendre note, c'est des moyennes qui sont quand même assez semblables, mis à part le fait que les enseignants pensent, ça reste assez important, hein, donc là on est sur une moyenne de 4,09 sur 6 points, donc même s'il y a cette différence entre les enseignants et les étudiants, en termes de moyenne statistique, les enseignants, en tout cas, leur moyenne est moindre que celle des étudiants, mais considèrent que les étudiants prennent note quand même. C'est un peu ça ici l'idée. Alors, pour le deuxième item, c'est réécrire, restructurer, compléter les notes, etc. Ce que je disais tout à l'heure, hein, donc là, c'est vraiment une mise en échec. Hein, les enseignants, on atteint à peine le milieu de l'échelle en comparaison à ce que les étudiants disent. Donc, pour cet item de réécrire, restructurer, compléter ces notes. Outil d'aide à la rédaction, une pratique peu courante, et il y a un accord entre les enseignants et les étudiants. Étudiants ici, une fois de plus, que ce soit étudiants en auto école ou en promotion sociale. Même chose, demander de l'aide ou se faire aider par des personnes ressources. Des moyennes assez basses qu'on pouvait le constater, et on n'observe pas de différence de moyenne entre les étudiants et les enseignants. Alors, la fréquence des pratiques en matière d'écriture, c'était aussi un résultat intéressant à observer ou interpellant, toujours en termes de représentation, et ce qu'il y a un alignement des représentations entre enseignants et étudiants. Ici, c'est vraiment un exemple assez manifeste, comme celui que je venais de montrer sur la lecture. Ces deux items donc, concernent l'interaction sur les forums. Alors, regardez le premier, interagir sur des forums mis en place par les enseignants. Alors, les étudiants reconnaissent volontiers que cette pratique n'est pas très courante. Les enseignants les rejoignent là-dessus, hein, donc vous voyez, les moyennes sont assez proches. Par contre, quand on regarde interagir sur des groupes de discussion informelle entre étudiants, il y a une différence entre
ce que les enseignants pensent et ce que les étudiants pensent. Avec la moyenne des enseignants est de 5. C'est-à-dire que les enseignants pensent que les étudiants interagissent plus sur des groupes de discussion informels entre étudiants. Résultat également intéressant à retenir. Alors, je vais aller très rapidement sur cette dia dont l'analyse a été faite pour tester si éventuellement on aurait pu observer des différences de moyenne entre différents secteurs de programmes d'études. Donc, on a catégorisé, si vous voulez, les filières de quelles étaient issus les étudiants qui ont participé à notre étude. On avait le secteur économie, pédagogique, psychomédical et technique. Alors, je disais, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que le seul élément intéressant à noter, c'est la différence qu'il y a entre les étudiants en technique et les 3 autres secteurs. Sauf qu'on ne peut pas encore conclure grand-chose étant donné le nombre assez bas finalement des étudiants dans le secteur technique. Donc, on peut passer. Alors, voilà, alors revoici de nouveau d'un nouveau verbatim qui concerne ici plutôt les pratiques d'écriture. Et donc l'étudiant effectivement relève que la prise de notes comme pratique d'écriture. Et donc c'est aussi une prise de conscience de la manière dont il a acquis ou développé des compétences dans cette pratique-là. Et donc on voit que d'une part, j'ai dû mettre en place un système pour pouvoir prendre plus rapidement note. Donc, l'étudiant vraiment montre qu'il a acquis cette pratique par lui-même. J'ai dû apprendre à écrire très rapidement. Alors, quand on lui repose la question, il reconnaît qu'effectivement, il y a eu probablement un apport de la part des professeurs, mais quelques symboles, elle nous avait conseillé 2 ou 3. Donc, on sent tout de même que l'apprentissage de cette pratique est ressenti par l'étudiant comme beaucoup plus personnel que du professeur. Donc, il y a quand même il y a un retour sur la manière dont il a acquis cette pratique-là. Oui, et donc ici, donc on est toujours dans ce stade 1 de la métacognition, donc de prendre conscience de ces pratiques finalement. Donc ici, on est dans le cadre de la lecture en haute école, donc toujours sur une échelle de 1 à 6, 1 étant jamais pour rappel et 6 étant quotidiennement. Et on voit ici que les moyennes des étudiants, qu'elles soient en promotion sociale ou en haute école, sont assez similaires. En tout cas, il n'y a pas d'écart marquant. Et qu'elles sont toujours assez hautes. Donc, on est quasiment toujours à du 5. Donc, du 5, c'est plusieurs fois semaine. Donc, les étudiants déterminent que ils utilisent les fonctions de lecture pour comprendre et s'approprier des connaissances, comprendre le fonctionnement de l'écrit, réfléchir à la manière d'écrire, développer une recherche, forger une opinion ou encore s'évader et découvrir des univers dans le cadre de leurs études comme étant quelque chose qu'ils font donc plusieurs fois par semaine. On est toujours ici dans cette comparaison entre étudiants promotion sociale et étudiants de haute école par rapport donc, à des fonctions de lecture, cette fois-ci dans un cadre plus privé. Vous voyez encore une fois que dans les moyennes, on est sur des résultats très similaires et que les 2 types de publics montrent que ce qu'ils utilisent le plus fréquemment, donc de manière souvent, hein, on est sur des moyennes de 4, c'est la lecture de lettres et d'emails, donc c'est le troisième item, ou le fait de lire des articles de presse, donc c'est le 3e ici en partant du dessous, et ce qui finalement utilise le moins, c'est la lecture de textes critiques ou de textes humoristiques. Alors ici, c'est de nouveau un verbatim qui va faire part aussi d'émotions des étudiants et donc qui sera aussi un peu à mettre en relation avec ce qui a été apporté ce matin par nos conférenciers, notamment en termes d'émotions, mais notamment aux questions qui ont été soulevées liées au confinement. Puisque nous voyons ici cet étudiant qui, il faut bien dire, est un étudiant un peu plus âgé qui est en reprise d'études.
Et donc, en ce qui concerne la lecture, j'ai toujours détesté lire, donc le mot n'est pas mince. Hein. En secondaire, on me faisait lire des livres, à chaque fois que je les lisais à moitié, je ratais toujours mes interros, c'était vraiment horrible. Donc, on sent bien qu'il y a un contexte ici très difficile. Et puis tout d'un coup, et en fait, je me suis intéressée à la lecture depuis le confinement. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de dire que en secondaire, on me faisait lire des livres et ici, je me suis intéressée à la lecture depuis le confinement. Ça nous ramène aussi tout à fait, mais ce n'est pas l'objet ici, aux commentaires qu'on avait des étudiants dans les questions ouvertes de manière quantitative. Hein, cette différence entre ce qui est obligatoire et imposé et perçu comme tel et ce que l'on choisit. Et donc, cette étudiante s'est intéressée à la lecture depuis le confinement et on voit apparaître les mots comme ça pourrait être une découverte, j'ai commencé à trouver du plaisir et donc tout d'un coup, il y a un rapport ici qui a changé. En ce qui concerne l'écriture, j'étais aussi très, très mauvaise en secondaire, mais depuis, j'ai commencé à écrire un peu plus et cela m'a beaucoup aidée. Et donc, on voit bien aussi ici s'amorcer cette transition entre le secondaire et le supérieur. Et donc, finalement, une transition qui a été aidée parfois par certains aspects positifs par le confinement et aussi par un certain intérêt. J'ai commencé à m'intéresser à la lecture et à l'écriture et à choisir par moi-même. Alors, ce qui est particulièrement intéressant aussi à relever ici, c'est que cet étudiant dit, ben oui, quand j'étais petit, je n'ai jamais vraiment lu parce que mes parents ne lisaient pas du tout. Voilà. Et donc, ce contexte familial est un contexte important. Hein. Et on finit par une note effectivement positive, puisque au final, c'est autre chose quand on lit, parce qu'il y a l'imagination qui travaille, et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert dans mes études supérieures, et cela va crescendo. Et donc, il y a vraiment une bonne prise de conscience ici, et une bonne analyse des pratiques des étudiants. Comme l'a très bien dit Nadine en commentant ce verbatim, l'étudiant fait bien le parallélisme entre les fonctions de lecture et d'écriture. Et donc ici, on va s'intéresser aux fonctions d'écriture dans le cadre des études supérieures. Encore une fois, vous remarquez que les moyennes des étudiants de haute école et de promotion sociale sont très similaires. Et encore une fois, qu'ils affirment utiliser plusieurs fois par semaine. Hein, donc on est sur des moyennes proches de 5, aux alentours de 5. Des fonctions de l'écriture telles que communiquer, soutenir, développer sa pensée, garder en mémoire, s'exprimer, élaborer des connaissances ou écrire pour mieux se comprendre et clarifier ses idées. Ici, donc, on est toujours dans le cadre des fonctions de l'écriture, mais dans un cadre plus privé. Encore une fois, des résultats, vous le voyez, assez similaires entre la haute école et la promotion sociale. Donc, on constate que même si les profils, finalement, de ces étudiants avaient des différences significatives, que finalement leur représentation soit assez similaire. Les seules choses qui diffèrent entre ces publics, c'est l'écriture de poèmes et l'écriture d'une correspondance à un correspondant réel, donc l'items 3 et 4, où on voit là des différences significatives entre les deux publics. Sinon, on est sur des moyennes très similaires avec les fonctions les plus utilisées qui sont le fait de faire des listes pour s'organiser dans leur vie quotidienne comme dans leur vie scolaire et professionnelle, donc les listes de tâches. Et que ce qui est finalement le moins utilisé, c'est encore une fois, comme pour la lecture, tout ce qui est les textes critiques, donc argumentatifs ou les résumés, mais aussi les écrits de type autobiographique. Alors, pour faire écho encore une fois à ce que Nadine disait pendant les verbatims, il y a une question qui s'intéressait au parcours familial. Donc, on est sur toujours une échelle à 6 points. Ici, ce n'était pas une question de fréquence, mais c'était une question d'accord. Donc, le 1 représente qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec les affirmations que vous voyez projetées. Et le 6 représente qu'ils étaient tout à fait d'accord avec les affirmations donc, que vous avez ici projetées. Donc, on voit que les études, encore une fois, des résultats très similaires entre les deux types de publics, haute école et promotion sociale, ça ne change pas.
Vous voyez que l'échange d'SMS ou de messages sur les réseaux sociaux et le fait de lire sur les réseaux sociaux, donc les items 4 et 5, sont les items avec lesquels les étudiants sont le plus d'accord, donc 5 étant d'accord et 4 étant un peu d'accord, et que les items on n'aime pas écrire, on n'aime pas lire, donc dans un contexte familial ici, donc les 3 et le 4 en partant de la fin, sont les items avec lesquels ils sont le moins d'accord, donc 2 étant pas d'accord et 3 étant un point de désaccord. Alors, ici, je ne sais pas si c'est Bachar qui doit prendre la suite ou pas. Il faudrait voir la dia suivante. Je crois que c'est toi. Ah, oui, donc ici, quoique on parle de promotion sociale, mais oui, c'est moi, effectivement. Donc, quand on demande aux étudiants en promotion sociale et aux enseignants et aux étudiants des hautes écoles d'évaluer leurs compétences pour effectuer des activités de lecture, eh bien, ici, ça saute aux yeux qu'il y a vraiment un hiatus. Hein. Les étudiants, qu'ils soient en haute école ou en promotion sociale, ont des moyennes très semblables et des moyennes positives, puisqu'elles sont au-dessus de 4, tandis que les enseignants, quand ils doivent estimer les compétences des étudiants, eh bien, ils les situent en dessous de 3. Et donc là, il y a vraiment un gap important qui ne laisse pas de nous interroger. Et c'est des choses qu'on a retrouvées également, des impressions qui se sont vraiment dégagées aussi des questions ouvertes du questionnaire quantitatif. Alors, ici, il y a donc un travail sur les stratégies de lecture. Et donc là aussi, l'étudiant a pris conscience d'un changement et de la manière dont il a appris à changer sa stratégie de lecture. Et donc, il y a un certain cours qui m'ont permis de, si je cherche une information précise, de lire en diagonale et de trouver facilement l'information. Maintenant, je vais beaucoup plus vite. Avant, je lisais l'article au complet et maintenant, je lis en diagonale beaucoup plus vite. La question de savoir comment cette compétence s'est développée, c'est plus une aptitude qui s'est développée à force de. Et puis, en réfléchissant encore un petit peu, l'étudiant dit, et même certains cours que j'ai eus, mais on ne sait plus très bien si c'était en secondaire ou la haute école. Donc, on voit aussi que le développement de ces stratégies de lecture, d'une lecture plus efficace, c'est plutôt un travail, l'étudiant le ressent en tout cas comme un travail qu'il a accompli lui-même plus qu'un acquis. Il faudra quand même ici peut-être mettre en avant le fait que les étudiants qui ont participé au focus group, ce sont évidemment souvent des étudiants qu'on retrouve dans la catégorie des étudiants qui ont déjà beaucoup réfléchi et qui avaient envie de communiquer. Donc, on ne sait pas si on peut vraiment en tirer oui, c'est de l'ordre du qualitatif et on ne peut sans doute pas en tirer des grandes leçons. Et on sait que par ailleurs, par rapport à d'autres études, on voit que souvent les étudiants, tout de même, au niveau des premières bacs en tout cas, et ici on n'était plus dans les focus groups, c'était plus des étudiants plus avancés dans leur cursus, et au niveau des premières bacs, souvent d'autres études montrent que les étudiants disent que bien lire, c'est tout lire. Et donc ici, on voit bien que c'est un étudiant qui a passé ce stade-là. Alors, ici, c'est un peu la même chose, la même dia, mais des compétences pour effectuer les activités de lecture. Et ici, on a additionné les professionnels et on a ici comparé l'attitude, les représentations des uns et des autres sur 3 items particuliers. Donc, le premier item, adapter la lecture à la nature du support. Donc, en quoi est-ce qu'on s'estime compétent? En quoi est-ce que les enseignants estiment les étudiants compétents? En quoi les professionnels estiment les étudiants compétents pour cet item? Élaborer des significations en interprétant des informations implicites et orienter la lecture en fonction du contexte. Et donc, clairement, ici aussi, on voit que les étudiants forment entre guillemets un bloc, hein, ils ont des moyennes similaires
que les moyennes des enseignants, sont nettement plus basses, donc voire même en interprétant les infos implicites, elles sont ce qu'on pourrait dire en échec, tandis qu'on retrouve une attitude un peu intermédiaire des professionnels. Et là aussi, quand on a étudié les questions ouvertes dans les questionnaires, les professionnels montraient une position beaucoup intermédiaire, moins sévère, entre guillemets, que les enseignants. Alors, ici, voilà, c'est le même tableau, sauf qu'il s'agit ici des activités d'écriture. Et là, les items qui ont été repris, c'est orienter l'écriture en fonction du contexte. Donc, est-ce qu'on estime que les étudiants sont compétents pour orienter l'écriture, pour l'utilisation d'un vocabulaire adéquat, pour relire et modifier un texte en cours d'élaboration et pour se questionner sur la façon d'écrire et d'adapter sa stratégie. Mais là, ce dernier item n'a pas été testé auprès des professionnels. Et donc ici se confirme bien que les étudiants ont des moyennes similaires, que les enseignants ont des moyennes beaucoup plus basses, et même fort basses, et que les professionnels ont une moyenne légèrement supérieure, même si ici, c'est moins flagrant que pour les compétences en matière de lecture. Voilà. Et donc, d'autres items de nouveau. Mobiliser, donc pour les activités d'écriture, mobiliser les connaissances pour l'élaboration d'un texte, respecter les contraintes du genre du texte, élaborer des plans et des brouillons. Bien là, ici, c'est clairement enseignants et professionnels sont au même niveau et on voit que les moyennes, notamment en matière de planification, élaborer plans et brouillons, sont assez basses et même très discordantes par rapport aux moyennes obtenues par les étudiants. Enfin, encore un petit verbatim. Et donc, ici, là aussi, c'est un peu une attitude par rapport à l'écriture et aux pratiques en matière d'écriture, et notamment des cours qu'ils ont reçus. Donc, en bloc 2, on a eu des cours d'argumentation et j'étais content, nous voici de nouveau avec de l'émotionnel, de pouvoir me replonger dans différentes techniques. Et j'aime cela intrinsèquement. Maintenant, ça m'a fait du bien de revoir la grammaire française, de revoir les particularités orthographiques en bloc 1. Et donc, le maintenant ici interpelle, c'est probablement lié au fait qu'après coup, c'est un recul et on se dit, ben, je suis en bloc 2, j'étais très content, donc entre guillemets, j'ai préféré l'argumentation, puis en réfléchissant, ben oui, mais ça me fait quand même du bien de revoir la grammaire et les particularités orthographiques, mais que d'autres verbatims, effectivement, ne mettent pas du tout en avant de façon positive. Alors, ici, c'est probablement un des verbatims les plus frappants et les plus intéressants parce qu'il va mettre en avant que l'écrit est considéré comme une deuxième langue, en fait. Et ça, c'est tout de même très intéressant. Donc, c'est une étudiante effectivement plus âgée qui est en reprise d'études. Et donc, elle a fait le jury central. Donc, quand je regarde juste les écrits, parce que j'ai corrigé, j'ai aidé des copines dans leurs travaux, leur préparation de bilan, je me disais, mais tu ne peux pas envoyer ça, c'est même pas du français. Donc là, de nouveau, on retrouve un jugement normatif sur la langue, mais aussi une prise de conscience des discours et qu'il y a des choses que l'on dit dans certains contextes et d'autres qu'on dit dans d'autres contextes, et en tout cas pas à l'écrit. Hein. Mais écrire comme on parle, cela ne marche pas. Il faut faire un petit effort. On ne peut pas écrire comme on parlerait à un copain. Et donc, je relevais aussi dans ce verbatim l'allusion au fait des langues maternelles différentes du français, parce que c'est revenu assez quand même régulièrement dans les focus group, l'attention qu'il faut porter aux étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, même s'ils ont bien conscience qu'ils font des études en français, mais ils demanderaient souvent un peu plus de considération.
Et donc, on voit à la fin, quand j'ai 25 ans et que j'ai commencé à écrire, j'étais terrorisée. Là aussi, le mot est important. Et puis, à un moment donné, il faut juste se lancer. Et à force de faire, à force de pratique, à un moment donné, cela devient fluide, cela devient automatique. Donc, comme on le ferait pour apprendre une langue étrangère, finalement. Et quand on arrête de pratiquer, eh bien, c'est difficile. Et donc, là, je trouve que, enfin, nous trouvons que c'est un verbatim plein de bonnes réflexions de la part de nos étudiants. On en arrive ainsi tout naturellement à la troisième phase de la métacognition régulatrice telle que l'a définie Noël et qui guide depuis le début notre parcours. Donc après, en 1, avoir pris conscience de ces activités cognitives. En 2, avoir évalué la pertinence de ces activités cognitives. Eh bien, le sujet maintenant doit décider s'il va maintenir ou infléchir ces mêmes activités cognitives. On n'avait pas beaucoup d'items qui cernaient cette troisième phase dans notre questionnaire, mais on en avait malgré tout un d'item qui est là et qui concernait donc l'attente qu'avaient les étudiants à l'égard des professeurs sur le plan de l'enseignement de la lecture-écriture. Alors, qu'on soit en promotion sociale ou qu'on soit en haute école, finalement, les résultats étaient assez similaires, étaient même complètement similaires, puisque la première attente de ces étudiants est qu'effectivement, leurs enseignants soient à leur écoute. C'était vraiment ce qui sortait majoritairement. Et puis, de l'aide à mieux lire, à mieux écrire dans le cadre de la future profession, puis des études. Donc, on voit quand même cet objectif de professionnalisation qui est quand même bien présent dans le chef des étudiants, quel qu'il soit. Et voilà. Et on terminait vraiment avec les aspects de vie privée et de réconciliation avec la lecture-écriture de manière générale, et donc aussi dans le cadre privé, bien entendu. Alors ici, les verbatims qu'on va vous proposer sont assez éloquents parce qu'en fait, ils marquent aussi le grand écart qu'il y avait entre les représentations des étudiants et les représentations de leurs enseignants. On a pu donc cerner plus précisément dans le cadre des focus group lors de notre journée d'études le 17 novembre dernier, où finalement les enseignants nous disaient qu'ils mettaient énormément de choses en place pour les étudiants, ce que ne démentent pas bien entendu les étudiants, mais par contre les étudiants remettent un peu en question la manière dont leurs enseignants les accompagnent en disant que oui, ils reconnaissent bien qu'il y a là une aide qui est apportée, qu'il y a là un encadrement spécifique qui est bien donné, mais qui n'est peut-être pas celui qu'il ou elle attendrait précisément. Et donc finalement, de la part des étudiants, on est plus dans un discours de déploration, même si c'est un discours de déploration relatif, c'est quand même malgré tout un discours de déploration quand même. Alors ici, le premier extrait que l'on vous propose, c'est donc ici un étudiant qui explique bien qu'il y a de l'aide à la réussite dans sa haute école, mais que malheureusement, ça ne concerne pas les travaux écrits en particulier et qui sont ceux qui les intéressent particulièrement, à savoir la rédaction du rapport de stage et d'autres travaux écrits. Mais c'est vrai que vous avez ici qu'un extrait, mais c'était vraiment le rapport de stage qui posait question et qui posait problème à cet étudiant. C'est ceux qui comptent pour le plus de points, le plus de crédits dans leur année, et donc ils aimeraient bien avoir un accompagnement plus spécifique de ce rapport de stage. Donc on voit à la fin, il n'y a pas de forme d'engagement à ce niveau-là, au niveau du corps professionnel dans mon école. Ça, c'est pour le premier extrait. Pour le second, c'est un peu finalement la même chose, mais concernant le TFE, donc le travail de fin d'études, où c'est assez éloquent, on voit, j'ai mis en gras ici, on n'a aucun accompagnement parce que selon eux, c'est-à-dire les enseignants, on doit faire ce travail de manière autonome et cela doit donc être un travail personnel. Ils reconnaissent bien qu'il y a des accompagnateurs de TFE, des promoteurs, mais qu'ils n'interviennent absolument pas dans l'aide à la rédaction de ce travail, qu'ils se sentent finalement assez démunis. Et cet étudiant d'aller jusqu'à dire qu'il a eu de l'aide,
d'une personne extérieure pour la rédaction de son TFE, mais qu'il va bien se garder d'aller dire à la haute école qu'il a bénéficié de cette aide parce qu'il aurait peur que ça lui soit reproché et que donc concrètement, il perde des points par rapport à ça. Bon, après, il y a quand même un petit peu de positif là sur la fin où on dit finalement que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que donc cet étudiant était encore bien pire rédacteur en début de parcours à la haute école, mais qu'à force de pratiquer l'écrit, il sent malgré tout qu'il y a eu une amélioration, tout en déplorant malgré tout que ça ne soit pas le cas pour le TFE. Ils insistent donc véritablement, ces étudiants, sur l'importance des feedbacks. Pour eux, le retour enseignant sur leurs travaux et leur retour précis sur leurs travaux est vraiment la clé de la réussite en lecture-écriture, en écriture surtout. Ils aimeraient un accompagnement personnel spécifique pour les travaux qu'ils rédigent. Et c'est encore confirmé dans le 3e extrait que vous avez à l'écran maintenant. Et je me trompe, ce n'est pas ce 3e extrait-là, pardon. Ici, c'est un peu autre chose. C'est par rapport au cours de maîtrise de la langue française qui intervient souvent dans les premières années du baccalauréat. Ici, en l'occurrence, c'est en bac 1. Et c'est une étudiante qui dit tout simplement qu'elle ne comprend pas qu'un enseignant puisse mettre un 0,25 sur 20 à un examen de ce type, comme quoi c'est vraiment indécent, que c'est vraiment pas encourageant, que c'est vraiment dépréciatif, enfin, c'est presque se moquer de l'étudiant. Elle dit c'est dur pour l'étudiant d'avoir cette note-là et elle reproche le manque d'accompagnement, le manque d'empathie finalement qui passe via cette note qui est, bon, effectivement, une note, on peut difficilement faire pire. Et donc, elle conclut finalement en disant je trouve que les bacs 1, ils sont lâchés dans la jungle. Donc, c'est quand même un terme qui est, enfin, une expression qui est quand même très dépréciative. Et c'est pas dans cet extrait-ci, mais c'était dans un autre extrait. Elle juge finalement, enfin, l'étudiant juge que les bacs 1, il faudrait presque leur faire du babysitting et les accompagner beaucoup plus précisément pour que justement ils regagnent confiance en eux, pour qu'ils soient plus aptes et aussi dans leur valorisation et dans leurs émotions à affronter cette première année du bachelier. Pour en revenir par contre un petit peu à ce que je disais avant et à cette notion de feedback, mais les étudiants disent effectivement qu'ils sont accompagnés, mais parfois c'est pas suffisamment précis et personnalisé. Et par exemple, ils ont à plusieurs reprises ciblé les grilles d'évaluation qui leur sont fournies et ils disent mais finalement c'est un peu tragique parce qu'on est là, on a une grille devant les yeux et alors on a trois croix dans la colonne de gauche, 2 croix dans la colonne de droite et on doit comprendre que ça c'est un 13 sur 20. Voilà, ou pire, et a fortiori si c'est un échec, de se dire mais finalement, au-delà de ces croix, qu'est-ce qui peut me faire comprendre que j'ai échoué? Qu'est-ce qui peut me faire comprendre que j'ai obtenu cette note? D'où l'importance d'avoir des feedbacks. Et les étudiants étaient même encore plus critiques parce qu'ils disaient finalement qu'à partir du moment où ils seraient dans le monde professionnel, ces grilles d'évaluation, elles n'existeraient pas. Elles n'existeraient plus. Et que donc, ils trouvaient qu'aujourd'hui, sous-entendu lorsqu'ils sont aux études, déjà, ce serait bien plutôt d'avoir un accompagnement de type retour précis, feedback, pour les guider, plutôt que ces grilles d'évaluation qu'ils ne trouvent pas toujours très adéquates. Voilà. Alors, je pense que je reprends ici, mais assez rapidement pour conclure avec les, en tout cas, pardon? Oui, oui, tout à fait, c'est à toi. Oui, oui. Pour conclure avec les données, en tout cas les données quantitatives du questionnaire, ce qu'on a remarqué de façon, comme je le disais, transversale, c'est ces moyennes assez élevées
chez les étudiants, que ce soit en termes de fréquence de l'utilisation des fonctions de la lecture et d'écriture, les compétences pour effectuer ces activités, la fréquence des pratiques et l'attitude positive. C'est vrai qu'on n'a pas montré cette slide-là, mais il y avait une attitude assez positive à la part des étudiants à l'égard de la lecture et d'écriture. Il y a vraiment cette idée de l'étudiant surestime un peu toutes ces variables qui ont été mesurées. Donc, je rappelle, on mesurait sur une échelle de 6 points et on était à une moyenne qui allait de 4 à 5 pour l'ensemble des items qui composaient quelque part la plupart de ces échelles de mesure ou de variables dépendantes. Alors là où les enseignants avaient plutôt une évaluation exigeante, je mets entre guillemets, de ces compétences ou pratiques ou motivations des étudiants. Certaines moyennes, vous l'aurez vu, étaient même inférieures au milieu de l'échelle. Si je devais reporter ça sur 20 points, on pourrait être de l'ordre de 8,33. Mise en échec, je mets point d'interrogation à interpréter, mais quoi qu'il en soit, c'était assez interpellant. Alors, on a c'est vraiment pas une analyse objective ici, mais on a cette idée qui ressort lorsqu'on regarde les résultats des enseignants, c'est que l'étudiant, il n'y a pas la perception d'un effort perçu chez l'étudiant, il y a seulement un effort qui est fait seulement pour les études. Donc, en filigrane, cette idée qui pourrait être que les étudiants aiment la facilité. Interprétation, élément à approfondir et sur lequel porter une réflexion. Et alors, chez les professionnels, effectivement, on a eu moins d'items, mais tout de même, avec le peu qu'on avait, on a pu donc observer cette évaluation plus modérée, hein, même si c'était une évaluation qui était proche de celle des enseignants, mais malgré tout, elle était par moments supérieure à celle des enseignants. Donc, les moyenne était rarement inférieure au milieu de l'échec. Il n'y avait pas cette idée de mise en échec quelque part des étudiants. Alors, les résultats, donc on a également effectué des analyses en fonction du bloc. On n'a pas observé de différence. Comme je l'ai dit au préalable, certains résultats sont annotés entre les différents secteurs, mais malheureusement, secteur technique, pas suffisamment de personnes, donc on ne peut pas encore arriver à des conclusions. Alors, les attentes des étudiants étaient il y avait un aspect contre-intuitif, hein, en ce sens que les attentes étaient plutôt, le premier qui revenait, c'était être à l'écoute des étudiants. Donc, les attentes des étudiants formulées, c'était finalement l'item qui revenait en première position. Elle a un élément quand même assez émotionnel en comparaison avec des éléments plus concrets tels que m'aider dans la réussite de la vie professionnelle ou dans le cadre de mes études. Voilà, je pense qu'ici, je cède la parole à Caroline. Oui, je pense que c'est l'ultime dia. Donc, hier, on s'est concerté finalement pour faire le point sur nos différents résultats et les mettre en lien évidemment avec la question de la métacognition, qui a été le filtre par lequel on a passé les résultats. Et finalement, on s'est dit, on va reprendre cette histoire de 3 stades. On a repris quelques conclusions pour chacune des phases, mais on aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Alors, ce qu'on peut dire du point de vue de la prise de conscience, c'est que finalement, la lecture et l'écriture sont vraiment revendiquées comme plurifonctionnelles. Même s'il y a des différences, des fonctions qui sont plus plébiscitées que d'autres, on voit que derrière la lecture-écriture, les étudiants mettent des fonctions tout à fait diverses. Alors, on rappelle bien évidemment qu'on n'est pas face à des pratiques effectives, mais qu'on est face à des pratiques déclarées, qu'on ne sait pas dans quelle mesure les pratiques déclarées coïncident avec les pratiques effectives, et qu'il y a toujours des biais, le plus important étant peut-être celui de la désirabilité sociale. Et alors, par ailleurs, on sait que la lecture-écriture, de façon un petit peu étonnante, vont être privilégiées dans le cadre des études par rapport à la lecture-écriture dans le privé.
Donc les étudiants expriment des besoins assez forts et assez massifs de ce point de vue-là. Donc ils demandent à ce que les enseignants les accompagnent pour finalement réussir leurs études et pour faire en sorte qu'ils puissent s'acquitter des différentes tâches académiques qui leur sont prescrites. Alors du point de vue du stade 2, qui correspond donc à celui de l'auto-évaluation, les collègues qui étaient présents hier au séminaire s'en rappelleront très, très certainement. Il y a ce billet qui a été identifié par les chercheurs de Ning et Kruger en 99, qui est finalement un billet qui correspond à ceci. Donc en fait, je suis étudiant, je commence à rentrer dans une discipline, un objet d'étude qui est relativement nouveau. Je ne maîtrise pas bien cet objet d'étude et très vite, j'ai l'impression d'apprendre énormément de choses et de savoir beaucoup de choses. Et donc finalement, c'est ce qu'on appelle cette étude, cette phase de supériorité illusoire, c'est-à-dire j'ai un sentiment, mais qui n'est pas correct, que je connais bien, que je m'en sors bien et que je maîtrise toute une série d'éléments. Et finalement, ce que les chercheurs montrent, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la découverte et l'approfondissement d'un domaine, on réalise au final tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on est supposé connaître. Et alors, on passe par des phases où on se remet beaucoup en question, on est beaucoup plus anxieux et complexé par rapport à nos méconnaissances. Alors, on l'a dit, on l'a répété, donc les moments de passation de l'enquête n'ont pas été équivalents en haute école et en prom-soc. Nous, en haute école, les étudiants étaient, les plus jeunes, en fait, avaient quasiment une année de cursus académique en haute école derrière eux, puisqu'ils ont complété nos questionnaires en avril, mai, juin. Et en réalité, les étudiants de l'EPFC ont complété les questionnaires tout de suite, quasiment dès l'entame de leur cursus. Et on ne sait pas si ça a pu constituer un biais ou non. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça conduit à finalement des résultats tout à fait similaires et tout à fait semblables. Et dernière conclusion finalement par rapport à ce point spécifique, on voit quand même que on ne sait pas si, on ne peut pas dire forcément que les étudiants se surévaluent, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait comparer leur auto-évaluation avec leur pratique effective. Mais en tout cas, on voit que l'évaluation que les étudiants font de leur performance et de leur pratique est bien nettement supérieure à l'évaluation que les enseignants leur attribuent. Donc là, c'est un phénomène tout à fait massif. Et en revanche, on voit que les professionnels, donc il peut s'agir de maîtres de stage ou pas forcément, ça peut être des recruteurs, etc., eux, ils sont dans une position un petit peu médiane. Donc entre la posture sans doute et peut-être un petit peu euphorique des étudiants et puis une posture beaucoup plus dure, négative et sévère de la part des profs, les professionnels se situeraient dans l'intervalle. Donc, qu'on a le sentiment aussi que les enseignants finalement privilégient une approche relativement normative et ça transparaît par les réponses qu'on a obtenues aux questionnaires écrits dans les questions vertes, les questions fermées et puis bien évidemment aussi dans les verbatims recueillis lors des focus group. Alors comme cela a été répété, les phases d'autorégulation en tant que telles ont été finalement très peu ou moins investiguées dans le questionnaire. Et en fait, les étudiants sont en demande d'une meilleure prise en considération de leur état, de leur situation, de leur parcours scolaire antérieur, de leur parcours familial, de leur trajectoire en termes de lecture-écriture, de leur motivation ou des motivations et de leurs affects. Donc les étudiants ont le sentiment, en tout cas les étudiants qu'on a interrogés et questionnés, qu'il y a une relative indifférence de la part des enseignants quant à tout ce qui fait leur différence et leurs difficultés. Alors de nouveau, notre échantillon n'est ni exhaustif, ni forcément représentatif, et on est face à des déclarations, mais en tout cas, les réponses des étudiants sont interpellantes et elles méritent qu'on s'y attarde, qu'elles coïncident ou pas avec une certaine vérité. Et puis, on voit très clairement aussi que les étudiants sont en demande d'un encadrement différent. Donc, on a pu recueillir
des discours qui étaient relativement critiques finalement par rapport aux pratiques en place. Et quand on voit d'un autre côté les préconisations des étudiants, voilà, il ne s'agit pas de les juger ou de les évaluer, mais en tout cas, ça mérite de se positionner sur un plan peut-être moins scientifique, mais sur un plan plus formatif par rapport aux souhaits des étudiants. Je vais prendre un exemple précis. Les étudiants ont un rapport très spécifique à la grille d'évaluation. Ils estiment que c'est vraiment pas intéressant. Ils aimeraient un feedback individualisé, oral, très précis. Ils estiment que ça sert à rien, une grille complétée vite fait, mal fait, considèrent-ils. Et par ailleurs, ils disent, voilà, ça ne nous donne pas d'indication sur le fait que j'ai bien lu, bien écrit, sur ce que je dois faire pour changer. Et par ailleurs, des étudiants disent, mais enfin, c'est quoi toutes ces grilles d'évaluation quand on sera dans la vie professionnelle, on n'aura pas de grille équivalente, ce qui en soi est contestable aussi. Enfin, voilà. Mais tout ceci me permet finalement de conclure et de faire le lien avec les tâches qui attendent le consortium cette année, à savoir la conception des modules et des dispositifs didactiques. Donc, vous avez bien compris que cette phase de recueil des représentations, c'est une phase préalable. On n'a pas recueilli les représentations pour elles-mêmes et en tant qu'elles-mêmes, mais en ce qu'elles vont nous permettre supposément de soutenir donc, le travail d'élaboration didactique. Alors, ça ne veut pas dire que on va chercher à vouloir contenter les étudiants, les enseignants ou les professionnels, mais ce que ces trois types de catégories avaient à nous dire constituent des éléments importants dont on doit tenir compte, mais nous tiendrons compte également des analyses des écrits estudiantins qui ont été effectués parce qu'elles suggèrent en fait des tensions et des résistances dont on n'avait pas forcément conscience au début de la recherche, et elles indiquent en creux les pistes, les leviers sur lesquels on doit travailler pour soutenir plus adéquatement les étudiants. Et alors, je termine par un peu de publicité. Donc, l'analyse des écrits fera l'objet d'un symposium qui aura lieu fin du mois de mai dans un colloque qui est le colloque de l'AIRDF qui se déroulera à Louvain-la-Neuve. Et donc, notre recherche s'apparente à un feuilleton parce qu'on dévoile les résultats ponctuellement au fur et à mesure. Et donc, vous aurez la suite et les prochains épisodes si vous venez nous écouter. Et on espère là pour le coup qu'on sera en présentiel à Louvain-la-Neuve. Et là, on aura des résultats tout à fait différents, mais tout à fait complémentaires et articulés avec les données qu'on a présentées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour vos questions, réactions, commentaires, si vous en avez.